Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette classe des originaux originales de l'UQAM. Je sais que vous êtes nombreux inscrits, ça fait plaisir de savoir que le sujet vous intéresse. Originaux, original de l'UQAM, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une initiative, c'est un mouvement, une initiative de Philippe Meunier, qui est diplômé en design graphique à l'Université du Québec à Montréal, qui est chef de la création, cofondateur de la firme de Sidley, l'agence Sidley, cofondateur aussi de la Factory et coprésident de la campagne de financement de l'UQAM. Les originaux, ce sont des personnes diplômées de l'Université du Québec à Montréal qui, par leur itinéraire, par leur carrière, ont eu une contribution, une influence, une originalité dans leur cheminement professionnel. Et puis les classes des originaux, bien, ce sont des entretiens qui vous permettent de mieux connaître ces personnes-là. Et c'est fait dans le cadre de la campagne majeure de financement 100 millions d'idées. Pour que des idées originales puissent continuer à prendre naissance à l'Université du Québec à Montréal. Ça, ce sont les originaux. C'est un mouvement auquel j'appartiens. Je m'appelle Sophie-André Blondin. Je suis animatrice de l'émission de Sciences les Années-Lumière sur ici Radio-Canada Première, donc à la radio. Je suis diplômée en communication à l'Université du Québec à Montréal et j'anime cette série, c'est la deuxième de 3, avec des femmes qui font bouger les choses. Vous avez été nombreux à regarder Pénélope McQuaid la dernière fois. Ce soir, on rencontre une jeune originale, Marie-Joëlle Parent, qu'on va joindre tout de suite d'ailleurs. On va la joindre un peu loin, alors c'est l'année idéale pour faire les choses en virtuel. Bonsoir Marie-Joëlle. Ou plutôt bon après-midi, oui. Sophie-André, parce que je suis à San Francisco. Donc, bon après-midi de San Francisco. Bon après-midi à toi. Alors, Marie-Joëlle Parent, diplômée 2007 en communication, journalisme à l'Université du Québec à Montréal aussi. Et la raison pour laquelle vous êtes à San Francisco puis en Californie, c'est parce que vous travaillez là. Vous êtes maintenant éditrice au contenu chez Pinterest. Tout le monde, à peu près, connaît Pinterest. Mais ça fait quoi, une éditrice au contenu chez Pinterest? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais. C'est drôle, Sophie-André, parce que je recommence à travailler, en fait, cette semaine. Je reviens d'un congé de maternité très court parce qu'on est aux États-Unis et mon rôle déjà va changer. Et c'est ça la beauté de travailler dans une entreprise de technologie de l'information, c'est que on peut toujours se réinventer et changer de poste, changer de rôle. Donc, je suis dans l'équipe des communications et je m'occupe de la stratégie éditoriale, c'est-à-dire de trouver des histoires qu'on va pouvoir partager sur les réseaux sociaux, sur la plateforme elle-même Pinterest, suggérer aux médias. Mais j'ai fait plein de choses depuis les 2 dernières années où j'ai travaillé là. J'ai monté une boutique en ligne pour aider les petites entreprises. Donc, si on se reparle dans quelques mois, mon rôle va peut-être avoir déjà changé. Et c'est ça la beauté, c'est qu'on peut vraiment essayer plein de choses. Si j'ai une idée de podcast, je peux la faire. Donc, on pourrait s'en reparler dans quelques mois et ça va être différent. Mais en résumé, je trouve des histoires qu'on peut ensuite partager pour faire mieux connaître Pinterest et à quoi ça sert surtout. Bon, et Pinterest, pour les 3 personnes qui nous écoutent, qui n'utilisent pas, si vous aviez à présenter la plateforme, ce serait quoi? C'est une plateforme d'inspiration pour trouver des idées, que ce soit quoi faire pour souper, quoi acheter en cadeau à ses amis, à sa famille pour Noël. Donc, c'est vraiment une plateforme de recherche visuelle. Donc, ça part de là. C'est pour trouver de l'inspiration pour toutes sortes de facettes dans sa vie. Donc, l'importance de l'image, très, très important que de maîtriser... L'image avant tout. Oui, de maîtriser l'image. La recherche l'image. visuelle, absolument. Sauf que, Marie-Joëlle, avant de maîtriser les images, vous avez maîtrisé les mots. Bon, j'ai décidé de faire de ces 3 entretiens avec des femmes qui font bouger les choses, parce qu'il va y en avoir un aussi en janvier pour tout le monde, là, avec Louise Richer de l'École nationale de l'humour. Alors, avec vous 3, je fais des entrevues AOC, et ce n'est pas des appellations d'origine contrôlée, mais c'est bien des entrevues basées sur l'audace, sur l'originalité et sur la constance, parce qu'il faut oser, bien sûr, il faut se démarquer, puis il faut durer dans les métiers que vous faites en ce moment.
Alors, c'est avec ces 3 lettres-là qu'on va baliser, qu'on va construire l'entrevue avec vous. Et puis, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, vous êtes appelés à poser des questions. Alors, vous n'hésitez pas, vous pouvez commencer tout de suite d'ailleurs, puisqu'on ne réserve pas seulement la fin pour vos questions, on est là aussi pour répondre. En fait, c'est pas moi qui va répondre, c'est Marie-Joëlle qui est là pour répondre à vos questions. Toutes sortes de questions qui vous viennent en cours d'entrevue, je vais les voir passer, on va pouvoir y aller régulièrement pendant l'entrevue. Comme ça, bien, il y aura tout de suite un engagement, il y aura tout de suite un lien entre nous, vous à l'écoute, et Marie-Joëlle quelque part là-bas en Californie. D'ailleurs, Marie-Joëlle, des femmes qui font bouger les choses, là, vous avez beaucoup de compétition en Californie parce que ça bouge là-bas. Non seulement, vous l'avez dit, dans le milieu professionnel, mais la terre bouge aussi. Est-ce que vous avez toujours une petite crainte du tremblement de terre qui s'en vient? J'ai vécu, surtout qu'on l'attend, et je suis sûre que c'est quelque chose que tu surveilles, on l'appelle de Big One. Hein? Donc, il n'y a pas eu de gros tremblement de terre à San Francisco depuis 1989 et on l'attend d'un jour à l'autre. Donc, chaque maison, chaque appartement a son sac de survie prêt. Mais je dirais que ces derniers mois, c'est surtout les feux de forêt, les 5 dernières années qui sont problématiques. Et pendant on a eu 2 mois là, de fumée à ne pas pouvoir sortir de la maison. Mais vivre en Californie, c'est vraiment vivre avec les catastrophes. Malheureusement, ça fait partie de la vie ici. Est-ce que tu es arrivé en arrivant en Californie là où tu voulais arriver? Est-ce qu'il y avait un plan dans ta carrière pour dire c'est là que je veux aller travailler? Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai vraiment toujours saisi les opportunités, travaillé fort, été à l'écoute, mais je pensais jamais, premièrement, me retrouver aux États-Unis, encore moins en Californie, encore moins à travailler en tech. Donc, vraiment, c'est des hasards. Mais j'ai forgé ça petit à petit. Je dirais que c'est mon arrivée à New York qui a été le début de cette carrière aux États-Unis. Est-ce que je raconte comment c'est arrivé? Ben vas-y, parce qu'on est dans l'audace, on est dans le fait d'oser. Et puis, bon, on te voit, là, tu es déjà toute jeune. Et il y a déjà, non seulement tu es déjà rendue en Californie, mais tu as déjà un passé à New York et un passé ici. Allons-y à New York. Comment est-ce que tu es arrivée Je dirais là-bas? que New York, ça a été le tremplin de ma carrière. C'est vraiment là que ça a commencé pour moi. Donc, comme tu disais au début, j'ai fait un bac en journalisme à l'UQAM, mais avant, je me destinais aux sciences. Et tu vas être surprise d'apprendre ça. J'avais commencé un bac en sciences de l'environnement dans une autre université de Montréal que j'ai pas terminé. C'était pas pour moi. Et pendant longtemps, je me cherchais. Et c'est finalement bac en journalisme à l'UQAM où j'ai vraiment trouvé ma voie. Je trouvais que ça touchait à toutes sortes de choses. Je pouvais prendre un cours de sciences politiques et c'est vraiment là que ça s'est accéléré et j'ai été engagée au Journal de Montréal à la fin de mes études et c'est là que j'ai vraiment commencé ma carrière. Et c'est Québécois finalement qui m'a envoyée à New York en 2009 pour être correspondante pour la chaîne de journaux Sun Media qu'ils avaient à l'époque, qu'ils ont vendue. Mais pour moi, ça a été tout un tremplin parce que je parlais à peine anglais, hein, et là, soudainement, fallait que ça a été là le plus gros défi, il fallait que je travaille dans les 2 langues. C'était l'écrit et c'était le début de ce qu'on appelait en anglais le backpack journalism. Soudainement, les journalistes devaient être sur les réseaux sociaux, faire leurs propres photos, de la vidéo, être à la radio, fallait tout faire. C'était multimédia. Donc, il y avait un défi technique et j'ai vraiment plongé et ça a été les années où j'ai travaillé le plus fort. Je pense pas retravailler aussi fort dans ma vie, mais ça a été 7 ans de feu roulant à couvrir l'actualité à New York. Chaque jour, je devais trouver des sujets qui allaient intéresser les Québécois et les Canadiens. J'avais aucun contact sur place. Et quand tu dis que tu travailles pour un média canadien à New York, c'est la capitale mondiale des médias, il fallait vraiment faire sa place, être persévérant. Mais ça m'a ouvert tellement de portes et c'est ce qui m'a mené ultimement à cette deuxième carrière que j'ai maintenant en technologie avec les guides que j'ai écrits, mais ça, on pourra peut-être en parler tantôt. Parce que oui, c'est ça, parce que tu écris aussi des livres. Alors, oui. C'est bien parce que si on veut parler des médias et des travaux, du travail en communication, tu as une bonne idée de l'instantané, parce qu'il y a les médias sociaux, du plus long terme, parce que tu as fait du journalisme backpack. Mais tu écris des livres aussi, et ça, c'est sur la plus grande durée. Mais là, toute jeune comme ça, se faire envoyer à New York, est-ce que d'avance, tu étais une personne qui avait du front tout le tour de la tête, qui avait beaucoup de courage, qui était portée à foncer, à oser tout le temps? C'est drôle parce que non, j'ai toujours été très gênée et j'étais terrorisée, mais on dirait que c'est ça qui me motive à foncer. Moi, je saute, puis après, je me débrouille, puis mais avant de faire quelque chose qui me fait peur, évidemment, je suis terrorisée, mais j'aime faire les choses qui me font peur parce que je sais que c'est là que je vais grandir puis apprendre. Mais de nature, je suis gênée. Fait que quand je fais une entrevue, il faut quasiment que je me mette dans un personnage puis que je performe parce que de nature, je suis gênée. Mais c'est sûr que New York, ça m'a vraiment...
ça m'a ouvert tellement de portes. Je me répète, mais ça m'a fait rencontrer tellement de gens que c'est là que j'ai un peu forgé ma personnalité. Et quand tu arrives à New York, tu es anonyme. Hein? Donc, tu dois te représenter à tout le monde. Tu dois te faire des amis. Tu dois te faire connaître. Et c'est là que j'ai vraiment, vraiment, je me suis épanouie. Mais de nature, je ne suis pas quelqu'un, je dirais, qui est nécessairement audacieuse ou fonceuse, mais je suis attirée par le danger, par les choses qui me font peur et je fonce. Je fonce, puis après, je me débrouillerai. Mais le saut à New York, c'était la chose la plus épeurante que j'ai faite de ma vie, ça, c'est sûr. Parce que j'avais tellement à prouver, parce qu'il fallait que je prouve que j'étais le bon choix, parce que les postes de correspondant, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Puis surtout quand on est jeune, ça a été une chance unique dans ma carrière. Et puis la pression, je la sentais. Là. Il fallait que je fasse mes preuves et rapidement. Faire ses preuves, c'est là qu'on arrive à l'originalité, c'est se démarquer. Comment est-ce que tu te souviens des leviers que tu as utilisés, des trucs que tu as utilisés pour te démarquer dès ce moment-là quand tu es arrivé à New York? Oui, puis je pense que souvent, être original, c'est quand on est les premiers. Et très, très tôt, j'ai utilisé Twitter. Et ça peut sembler banal maintenant, évidemment, mais j'ai été, je pense, une des premières journalistes au Québec à vraiment utiliser Twitter. Et je l'utilisais au départ pour partager des photos. J'étais, évidemment, j'étais témoin de tellement de scènes de vie incroyables chaque jour à New York. Je couvrais des événements. J'étais aux premières loges de gros événements. Et j'ai commencé à utiliser Twitter pour montrer les coulisses de tout ça, du métier. Et il y a des gens qui ont commencé à me suivre pour voir c'était quoi. C'était comme une fenêtre sur New York, mon fil Twitter. Et évidemment, aujourd'hui, ça semble banal, mais ça m'a mené à un contrat de livre plus tard. Donc, j'ai vraiment, vraiment utilisé les réseaux sociaux à mon arrivée à New York parce que je voulais partager tout ce que je voyais chaque jour à New York, les anecdotes, les personnages que je rencontrais. Donc, en utilisant les réseaux sociaux très tôt, ça a amené plus tard à contrat de livre, show télé, etc. Donc, je dirais que ça a été une des choses que j'ai faites. Il y a d'ailleurs une question de Marisol Aybro déjà là-dessus, sur cette différence que vous avez remarquée peut-être entre le journalisme américain et celui du Québec. Est-ce que la façon de travailler en arrivant à New York, c'est très différent? Je vais toujours me souvenir, au Québec, on fait beaucoup avec peu de moyens. Hein? On est une personne qui va faire un reportage. Je veux dire, et aux États-Unis, ils ont extrêmement de moyens. J'oublierai jamais quand je couvrais l'ouragan Sandy à l'automne 2012. Vous vous souvenez sans doute, la ville avait été complètement submergée. Il y avait de l'eau dans le métro. Il y avait de l'eau partout. Moi-même, j'avais été évacuée, mais je devais continuer à couvrir. Ça avait été un 10 jours de couverture sans dormir. C'était vraiment éprouvant. Et je faisais des directs à TVA et on louait des camions satellites de CNN. Donc, un soir, j'étais retrouvée à côté de Anderson Cooper qui faisait son direct. Et il avait quelqu'un qui tenait un parapluie, un bodyguard, une recherchiste, un producteur. Il avait une équipe de 10 personnes autour de lui. Et moi, j'étais en train de googler les dernières nouvelles pour aller en direct. Et c'est là que j'ai vraiment vu, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, je te dirais que dans mes années à New York, je me suis toujours rapprochée des autres correspondants étrangers parce qu'on a tous les mêmes conditions, les mêmes demandes de nos pays. Donc, mais je te dirais que c'est le souvenir qui me vient tout de suite en tête, c'est juste les moyens. On fait tellement au Québec qu'avec peu, puis ça nous pousse justement à être débrouillards et ça m'a beaucoup aidé dans la carrière que j'ai maintenant parce que j'ai beaucoup appris justement en travaillant seule, en portant plusieurs chapeaux comme ça. Et puis à ce moment-là, même si l'utilisation de Twitter, même si ce désir que tu avais justement de te démarquer en montrant l'envers du décor, les coulisses, à travers les images, à travers les photos, à travers ton témoignage de ce que c'est que faire ce métier-là à New York, c'est ça qui t'a démarqué là-bas. Mais il y a quelqu'un quelque part qui t'a remarqué et qui t'a probablement aidé, soit tout d'abord à penser en termes de livres ou déjà aller vers la Californie. Comment ça s'est passé, là? Les livres, je te dirais qu'encore pour revenir aux réseaux sociaux, c'est les gens qui n'arrêtaient pas de me donner l'idée de pourquoi toute cette information que tu as sur New York, ces portraits de personnages new-yorkais, ces photos, pourquoi tu n'en fais pas un livre? On aimerait savoir le point de vue d'une Québécoise sur une grande ville. Et c'est vraiment les abonnés Twitter et Instagram qui m'ont donné cette idée. Et au début, c'était un fouillis dans ma tête parce que je me disais, je ne suis pas Lonely Planet, je ne suis pas le routeur. Comment je vais faire un guide sur une ville aussi grande que New York? Et c'est là que en discutant avec mon éditeur, qu'on a eu l'idée des raisons d'aimer New York. Donc, toutes ces informations, ces coups de cœur que j'avais, ce sont des raisons d'aimer New York. Donc, c'est de là qu'est née la collection 300 raisons d'aimer, qui a maintenant 9 villes. Donc, j'ai écrit 300 raisons d'aimer New York, 300 raisons d'aimer San Francisco. Et l'arrivée en Californie, ça a été un hasard et je te dirais qu'après 7 ans de couverture à New York, j'étais épuisée, pour ne pas dire burn-out, parce que une des grandes difficultés d'être correspondante, c'est que
Tu toute seule. Hein? Donc, quand il arrive quelque Mhm. chose la fin de semaine, il n'y a personne pour te remplacer. Donc, c'est un travail qui n'arrête jamais. Et souvent, malheureusement, c'est de couvrir des tragédies. Et mes dernières années de correspondance, c'était que couvrir des tueries, des massacres, comme il y a eu beaucoup aux États-Unis. Et je te dirais que ça a commencé à beaucoup m'affecter. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que c'est peut-être pas pour moi, j'ai envie d'autres choses. Mais c'est impossible d'arrêter d'être journaliste à New York parce qu'il arrive trop de choses. Les radios m'appelaient, donc j'arrivais pas à arrêter d'être journaliste, puis surtout à trouver ça serait quoi mon prochain chapitre parce que j'avais l'impression que c'était que ça que je savais faire, donc je n'arrivais pas à m'en sortir, bref. Et finalement, c'est mon mari qui a été recruté par une compagnie à San Francisco et c'est lui qui a comme précipité notre déménagement à l'autre bout du pays. Et c'est là, en arrivant à San Francisco en 2017, que j'ai pris 6 mois. C'est la première fois que je m'arrêtais comme ça depuis longtemps et j'ai complètement repensé qu'est-ce que j'allais faire. Et ça a été très, très difficile parce que, encore une fois, je connaissais personne dans cette ville-là et j'avais l'impression que j'avais rien fait parce qu'on oublie ce qu'on a fait et surtout, je me demandais est-ce qu'ils vont vouloir de moi dans cette ville-là parce que c'est pas la ville des médias, San Francisco, c'est la ville de la tech. Et là, pendant 6 mois, j'ai dû sortir de ma carapace, aller rencontrer des gens, faire du networking, me faire refuser, me faire dire non plusieurs fois pour finalement trouver cet emploi de rêve, je trouve, chez Pinterest. Mais ça a pris un bon 6 mois. Bien, allons-y tout de suite dans l'emploi de rêve à Pinterest parce qu'il y a aussi des questions là-dessus. Ça marche comment? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Marjorie Béchard, par exemple, qui dit vous avez toujours travaillé en solo avant et là, tout d'un coup, vous faites partie d'une famille ou d'une équipe chez Pinterest. Bon, mais ça se passe comment? Parce qu'on entend tellement de choses. Justement, en parlant d'originalité, il paraît que la façon de travailler des compagnies en Californie est particulière. Les processus d'embauche, l'ambiance de travail, l'organisation. Racontez-nous ça. OK. Donc, le processus d'embauche, premièrement, moi, j'avais jamais passé d'entrevue en 10 ans. Tu sais, tu te fais engager, je m'étais fait engager au Journal de Montréal. Ensuite, donc, j'avais jamais vraiment. Et c'était la première compagnie américaine aussi pour laquelle je travaillais, mais c'était 8 heures d'entrevue. Donc, tu te rends compte, c'est très. Eux autres, ils appellent ça, c'est du travail très cross-functional. Donc, tu travailles avec beaucoup d'équipes. Tu travailles avec l'équipe d'ingénierie, tu travailles avec l'équipe de marketing. Donc, ils veulent que tu rencontres plein de membres de toutes ces équipes-là pour voir si tu vas vraiment t'imprégner dans la culture de l'entreprise. Donc, je me souviens avoir été complètement épuisée après 2 jours d'entrevue. C'était sur place. Et la bonne idée que j'ai eue, c'est que j'avais apporté mes livres que j'avais donnés à tout le monde. Donc, je me suis dit, ça va leur permettre de se souvenir de moi. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui m'a permis de me démarquer. Donc, c'est 2 jours d'entrevue et après, tu as une semaine où tu ne fais qu'assister à des conférences pour justement apprendre sur la culture d'entreprise. C'est super important, apprendre comment ça fonctionne, l'histoire de la compagnie, comment c'est parti. Et ensuite, ben, tu commences. Et puis, là, évidemment, je travaille de la maison. C'est depuis mars. Oui. Mais normalement, écoute, c'est comme ce que vous entendez. Là, on est très bien traité. On est nourri 3 fois par jour. Il y a des salles de massage. Si on veut faire c'est vrai, ça? C'est vrai, toutes ces choses? Oui, c'est vrai. Et Pinterest, c'est pas Google ou Facebook où il y a carrément là, des salles de quai. Puis c'est hallucinant, mais on est quand même très, très bien traité. Il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur ils veulent qu'on évolue. Donc, si moi, je vais aller chercher une formation pour être une meilleure leader ou pour apprendre à faire du design graphique, la compagnie va vraiment soutenir ça. Donc, il y a vraiment... ils veulent qu'on apprenne toutes sortes de nouvelles choses. Donc, ça, j'adore ça. Et il n'y a pas d'horaire. Hein? Donc, si on veut travailler la nuit, les ingénieurs travaillent la nuit parce qu'ils préfèrent. Donc, il n'y a pas d'horaire. Tant qu'on fait le travail, c'est ça qui compte. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup de meetings, beaucoup de Zoom toute la journée parce que c'est une compagnie mondiale. Donc, on a des équipes à Berlin, à Tokyo. Donc, on est toujours en Zoom. Et ça, moi qui avais travaillé, effectivement, c'est un bon point. J'avais travaillé en solo pendant 10 ans, hein, toute seule chez moi avec mon laptop. Et là, de me retrouver, je retrouve un peu l'atmosphère d'une salle de nouvelles qui me manquait. Donc, ça m'a fait du bien de retrouver une équipe. Mais encore une fois, c'est qu'il y a des talents de partout dans le monde. C'est extrêmement, extrêmement enrichissant. Donc, le travail, il a beaucoup changé depuis la pandémie, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait déjà beaucoup de virtuels. Il y avait déjà beaucoup de virtuels parce que, justement, on a des équipes un peu partout. Mais ce qui manque, c'est que dans ces entreprises-là, l'édifice presque a une âme. Hein? C'est là que tout se passe. C'est là que tu peux aller voir ce que l'équipe de design fait. C'est là que tu peux aller parler au chef à la cuisine. C'est là qu'on faisait venir beaucoup de gens pour donner des conférences. On faisait venir les utilisateurs de la plateforme. Il y avait toujours des événements. Donc, ça manque beaucoup, d'aller au travail. Mais c'est sûr, parce qu'il y a des équipes un peu partout, on était habitués à cette façon. Et je pense que c'est pour ça
étrangement que San Francisco a évité vraiment la catastrophe à cause de la COVID parce que toutes ces entreprises-là en ville étaient déjà prêtes à travailler virtuellement. On était déjà toutes setées. Ça a été très, très facile pour nous de s'adapter et très, très rapidement, la ville s'est mise en quarantaine au début mars. Et les employeurs Donc, ont facilité aussi. Les employeurs vous ont facilité la tâche à tous les employés là-bas là, pour travailler vraiment facilité. comme ça. Oui. Ils nous ont envoyé de l'équipement, des chaises spéciales, des crédits pour se commander de la bouffe, de l'aide aux parents. Vraiment, on a été très, très choyés. Wow! Effectivement, c'est un peu différent. C'est une mentalité. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que c'est difficile de passer de la côte Est à la côte Ouest? Et on sent là, ce changement de mentalité. C'est pas juste Canada, États-Unis. Il y a quelque chose qui est côte Est et côte Ouest là-dedans. Là. Absolument. Moi, je me suis vraiment sentie à la maison très rapidement à New York parce que quand tu arrives à New York, tu ne connais personne. Hein? Mais tout ce que ça prend, c'est d'aller travailler au café du coin, de t'asseoir au bar et tu vas rencontrer. Moi, tous mes amis à New York, je les ai rencontrés dans des cafés. Ah oui? Personne n'a sa famille là-bas, dans une ville où c'est extrêmement facile de rencontrer les gens. Extrêmement facile d'entrer en contact avec les gens. Moi, je parlais toujours à des gens dans la rue. Les gens te donnent des entrevues facilement. Puis San Francisco, c'est un peu plus froid comme climat. Les gens sont un petit peu plus méfiants. Okay. Et ça, j'ai trouvé ça difficile au début. Mais sinon, niveau qualité de vie, c'est sûr que je préfère la Californie à cause de l'accès à la nature, l'espace. Mais je m'ennuie des New-Yorkais. Je m'ennuie de la chaleur des New-Yorkais. Et San Francisco, des fois, ça peut devenir un peu lassant parce que c'est vraiment une ville qui tourne autour de la tech, c'est que de la tech. Tu vas au Starbucks du coin, c'est juste des gens en coton watté de compagnies de technologie. C'est que ça tourne trop autour de ça et ça peut devenir un petit peu isolant. Mais c'est sûr qu'il y a une énorme, énorme différence. J'ai l'impression... C'est sûr qu'on est vraiment au cœur des entreprises de technologie de l'information, mais j'ai toujours l'impression que New York, c'est là où ça se passe. C'est le centre un peu de l'univers. C'est de là que... C'est là que les médias sont. Et c'est drôle parce que je suis encore les nouvelles de New York, les nouvelles locales de New York, mais j'ai jamais fait la transition. J'écoute pas les chaînes locales de San Francisco. Donc, j'ai comme une partie de moi qui est encore là-bas. Évidemment, au Québec, je suis les nouvelles du Québec, mais je me suis jamais comme vraiment installée complètement ici. Mais justement, cette partie de toi qui est québécoise, est-ce qu'elle est utile là-bas? Est-ce qu'elle est appréciée? Est-ce qu'elle ressort un peu du lot? Est-ce que tu es perçu comme étant quelqu'un qui a une culture différente et qui apporte quelque chose là-bas? Absolument. Et je pense que ça, c'est... Au début, j'ai toujours été un peu intimidée en me disant, mon anglais ne sera jamais aussi bon qu'une Américaine. Comment je vais faire compétition? Et à la longue, je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est vraiment un atout de venir du Québec. Ça me permet de me différencier. Je suis originale juste en étant québécoise. Et les gens sont toujours intéressés et juste fascinés par le fait que je suis bilingue. Et je pense que ça a toujours été un atout à New York, mais surtout à San Francisco, où il y a une grosse, grosse communauté française, justement. Mais oui, ça m'a permis de me distinguer, absolument, absolument. Donc, une forme d'originalité, c'est une originalité intrinsèque qui venait avec toi, absolument, du fait qui m'a d'être beaucoup québécoise. aidée. Mais est-ce que les gens ont une certaine connaissance de ce qu'est la culture québécoise, du fait que tu as un côté francophone très, très, très fort? Est-ce que les gens connaissent ça ou tu dois toujours être en train d'expliquer qui tu es, d'où tu viens, puis pourquoi tu es toi? Je dois expliquer, et surtout à Pinterest, justement, je dois expliquer qu'on ne peut pas servir du contenu de la France au Québec. Il faut que ce soit adapté pour le Québec. Donc, oui, je dois expliquer, mais c'est sûr que tout le monde à San Francisco connaît Montréal, donc je n'ai pas expliqué, mais il y a vraiment... oui, des distinctions. Ils sont pas trop sûrs, est-ce que tu es française, est-ce que tu es québécoise, mais je pense qu'il y a quand même une grande connaissance du Québec, mais c'est sûr que je dois toujours expliquer que non, ça ne peut pas être une tradition française, ça doit être adapté pour le Québec. Donc oui, ça dépend. Ça dépend des fois. Il y a quelqu'un c'est Jessica Roland qui est dans les questions. Tu as parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas d'horaire. Et puis, bon, tout le contexte de travail nous est assez étranger, de ce que tu décris. Il n'y a pas beaucoup de compagnies ici, je pense, qui vivent ça comme ça. Tu es horaire vraiment libre et tu vis quelque chose dans ton travail d'habitude que beaucoup de gens vivent pendant le télétravail. C'est cette frontière floue entre le temps de travail, le temps personnel, puis là, tu as un bébé, hein? Le temps de famille aussi. Alors, Jessica Roland veut savoir comment tu fais pour établir tes limites entre le temps de... J'ai plus vu la question, mais le temps de travail et le temps à la maison, le temps personnel. C'est une bonne question. Et puis, je pense qu'avant d'avoir un bébé, je le faisais pas bien, ça. Et je travaillais. D'où le burn-out, peut-être? Oui.
Ouais. Et là, j'ai appris, et je copie beaucoup mes collègues, hein, c'est que je bloque des plages horaires dans mon calendrier. Tout est sur Google Calendar. Hein, donc, si tu veux parler à quelqu'un chez Pinterest, il faut que tu mettes un rendez-vous dans son calendrier. Il n'y a pas d'appel spontané. Tout est dans le calendrier, tout est organisé. Et donc, je bloque des plages le matin, le soir, pour être sûr que personne ne mette un meeting dans ces heures-là. Et c'est à moi de commencer aussi à dire non, parce qu'il y a des projets, il y en a, puis c'est difficile de dire non, puis on se fait toujours embarquer dans toutes sortes de chaînes de courriels, puis c'est vraiment d'apprendre à mettre ses limites. Mais c'est dur quand on commence dans une nouvelle compagnie parce qu'on veut justement se démarquer. Donc, il faut dire oui à tout. Et ça, c'est un conseil que j'ai, c'est que moi, j'ai toujours dit oui, 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 oui à tout. Et la première, la deuxième année, et là, je suis comme dans une position où je peux commencer à plus dire non et mettre mes limites. Mais je dirais que ça commence par structurer sa journée puis vraiment mettre des plages dans ton calendrier où là, personne peut toucher à ça. Mais c'est sûr que là, avec la COVID, je veux dire, c'est un petit peu difficile de gérer tout ça parce que on est à la maison toute la journée, il y a des appels tout le temps, il y a plus de meetings que jamais parce que justement, on veut communiquer plus que jamais. Donc, c'est un peu plus difficile à gérer. Mais sinon, je dirais que pour l'horaire, c'est vraiment... si tu vas arriver à 10 heures et partir à 16 heures, ils sont super accommodants. Tant que tu fais le travail et tu es évalué, on s'en fiche, en fait. Il y a quelque chose de très flou dans ce que tu décris comme travail en ce moment. Tu fais quelque chose, il faut que tu trouves des idées, tu participes à des projets, tu n'as pas vraiment d'horaire. Tu as vraiment une très, très grande plage, une patinoire assez grande. Comment faire pour concilier ce côté très créatif, un peu flou artistique, avec ce qu'on sait que tu dois avoir comme rigueur, parce que tu arrives du monde du journalisme. Alors, entre le flou et la rigueur, comment est-ce que tu fais pour marier ces deux univers-là? Je pense que ce qui m'aide en ce moment, chez Pinterest, il y a des piliers. Hein? Donc, en ce moment, la compagnie est très, très concentrée sur les créateurs. Donc, on veut attirer des créateurs sur la plateforme pour qu'ils créent du contenu original sur Pinterest. Donc, il y a quand même des piliers à suivre. Donc, je ne peux pas arriver avec une idée qui ne va pas se rattacher à certains piliers. Donc, je fais comme ça. Donc, moi, c'est plus de monter des programmes. Donc, je vais monter une banque d'histoires de petites entreprises qu'on va pouvoir utiliser pour des campagnes marketing. Donc, je vois ça en termes de programmes qui se rattachent à ces piliers. Comme un autre pilier, c'est le shopping. On veut que les gens comprennent que tu peux acheter des choses que tu découvres sur Pinterest. Donc, c'est pour ça que j'ai monté une boutique en ligne pour promouvoir les petites entreprises. Donc, je regarde c'est quoi les piliers chaque année de l'entreprise et c'est là que je monte des programmes. Parce que sinon, on pourrait faire n'importe quoi, mais il faut quand même se rattacher à certaines priorités de l'entreprise pour cette année-là. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais ça te demande beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Où est-ce que tu t'inspires? Et je pense que c'est pour ça que j'ai été engagée, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un d'idées et je pense que c'est ça qui a été rafraîchissant dans l'équipe des communications. C'est que moi, j'arrivais d'ailleurs, c'est une équipe qui était très jeune et moi, j'avais ces 10 ans d'expérience à New York, écrire des livres, rencontrer des tas de gens, cette expérience aussi au Québec. Donc, je suis arrivée avec plein d'idées. Je m'inspire. Moi, je suis assoiffée de connaissances. J'aime autant la culture populaire que les sujets plus nichés. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires, je suis énormément sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que je trouvais difficile là, en tant que nouvelle maman, c'est que j'ai moins de temps pour consommer de l'information, mais j'écoute beaucoup de podcasts, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais en surface. Mais j'aime avoir le doigt sur beaucoup de choses, savoir ce qui se passe. Et les idées me viennent souvent en vélo, dans la douche, je les écris, j'ai toutes sortes de notes dans mon téléphone. Je regarde ce que les autres compagnies font beaucoup aussi. Donc, tu restes à l'affût. Tu es toujours à on. Ton radar est toujours allumé. Okay. Toujours. Et ça, je pense que c'est un réflexe de journaliste. Et aussi, en ayant écrit des guides, c'est qu'il faut que tu saches c'est quoi les nouvelles choses, c'est quoi les nouvelles tendances, c'est quoi... Et j'essaie toujours de rester à jour. Et je pense que c'est un réflexe de journaliste qui va me rester longtemps. Il y a quelqu'un qui pose une question sur la timidité. Tu as dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de timide et de gêné. Et Sarah Lauer-L'Espérance nous dit que tu projettes tout le contraire, puis c'est vrai. Mais ça arrive très souvent dans ce métier-là que des gens très... Moi aussi, je suis extrêmement timide, mais avec un micro, j'ai peur de rien. Je pourrais aller voir le pape, je n'ai pas de problème. S'il y a un micro, s'il y a une raison d'être là, s'il y a un canal. Alors, cette personne-là demande... est-ce que tu as toujours eu quand même assez confiance en toi? Et sinon, comment est-ce que tu as combattu ça? Comment est-ce que tu fais pour combattre ta timidité?
C'est une bonne question. La préparation. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur parce que justement, quand j'ai commencé en journalisme, moi, j'avais fait que des sciences et j'avais l'impression que j'avais aucune connaissance générale, aucune connaissance de politique. J'avais vraiment l'impression que j'avais un retard là et j'ai comblé ça en lisant, je pense, plus que quelqu'un d'autre. Je me prépare tellement avant une entrevue ou avant de faire quelque chose ou avant d'animer quelque chose. Je me pratique devant un miroir. Moi, c'est vraiment la préparation. C'est comme ça que j'arrive à calmer cette peur et puis à me... et si je sens que j'ai fait le travail, si je me plante, au moins je vais me dire, je ne vais pas pouvoir m'en vouloir parce que je vais m'être préparée. Mais s'il n'y a rien que je déteste plus que d'aller faire une entrevue ou faire quelque chose en sachant que je n'ai pas eu assez le temps pour bien me préparer, ça, il n'y a rien que je déteste plus que ça. C'est là que je perds un peu ma confiance, mais c'est vraiment la préparation. Si j'interviewe quelqu'un, je vais lire vraiment là, tout ce que je peux trouver sur cette personne-là et c'est là que j'ai l'impression d'être équipée. Et je sais qu'il y a des gens comme Pénélope, je pense... Non, Pénélope, elle se prépare beaucoup, mais il y a des gens qui arrivent à des entrevues, là, au contraire, qui veulent avoir la première curiosité. Et je pense que Larry King était comme ça, d'ailleurs, que j'ai interviewé. Oui. Lui, il ne lisait rien. Puis des fois, ça faisait un peu des entrevues boboches, voilà. mais lui, il voulait, au contraire, être pas du tout préparé. Mais c'est comme ça que j'ai combattu cette timidité. Il y a quelqu'un qui demande aussi si c'est allé jusqu'à vivre de l'anxiété au cours de la carrière. Est-ce que tu es quelqu'un qui a pu vivre de l'anxiété? Si oui, comment tu as négocié tout ça? Oui, et c'est là que j'ai réalisé que c'était peut-être la fin pour moi. Et ça a été un gros deuil quand j'ai décidé que j'allais arrêter le journalisme parce que c'est une vocation. Je sais pas, c'est vraiment dur d'arrêter d'être journaliste. Oui. Et c'est quand et je pense que c'est vraiment après avoir couvert beaucoup de ces catastrophes, de ces émeutes aux États-Unis, j'avais pris une fin de semaine de vacances, la première depuis longtemps. Et c'était en Californie, justement. Et il y avait un avion, je pense, d'Air Canada qui avait fait un mauvais atterrissage à l'aéroport de San Francisco. Et soudainement, mon cerveau, là, je me suis dit, ils vont m'appeler, il va falloir que j'y aille. Puis c'est là que j'ai réalisé que je voulais plus faire ça parce que je voulais plus qu'on puisse toujours me rejoindre. Je voulais comme disparaître. Je voulais plus avoir à tout le temps d'en aller, couvrir quelque chose, disparaître, défaire tous mes plans. Et donc oui, ça a été comme ma première crise d'angoisse qui a été un petit peu le signe que c'était peut-être le temps de ralentir. Mais je te dirais qu'il y a deux sortes de journalistes. Il y a les journalistes qui ont un sac à dos prêt à côté de la porte, prêt à partir, couvrir un attentat. Moi, c'est le contraire. Par exemple, quand il y a eu les attentats du marathon de Boston, là, je savais que le téléphone allait sonner puis je résistais. Là. Je ne veux pas y aller, mais une fois que je suis sur place, je performe parce qu'il faut livrer l'information. Une fois que je suis sur place, là, je suis comme vraiment dans ma zone. Mais avant de partir, là, c'est toujours l'angoisse. Mais encore une fois, je fonce, c'est parce que tu n'as pas le choix, hein, tu es là pour ça. Mais j'avais toujours une grosse angoisse avant de partir parce que justement, tu sais qu'une fois rendu sur place, il va falloir que tu sois en direct dans 2 minutes, tu n'as pas le temps de te préparer, donc c'est toujours très stressant. Donc, oui, j'ai vécu de l'angoisse, ça c'est sûr, et de jamais savoir... Tu sais à quelle heure tu te réveilles une journée, mais tu ne sais pas où tu vas te retrouver dans la journée. Ça, c'est aussi un peu déstabilisant. Il faut accepter à ce moment-là, il faut être assez souple. Oui, ça prend une certaine, tu le dis, une préparation, puisqu'on entend quand tu parles de préparation, il y a de la rigueur, là. Je ne parle pas de rigidité, mais de rigueur. C'est vraiment quelqu'un qui semble organisé, qui a besoin d'un canevas assez solide. Oui. Mais une fois tout ça fait, ça prend une grande disponibilité au changement, à l'imprévu, peut-être à certains échecs aussi. C'est quoi la place de tout ça? C'est drôle parce que justement, Pinterest a fait passer à tous les employés un test de personnalité. Et moi, ma première qualité, c'était l'adaptabilité. Et ça m'a surprise et pas tellement en fin de compte parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être organisé justement pour me calmer, mais j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement souple, prête à partir, et puis je m'adapte très facilement au changement. Puis je pense que ça date de longtemps. Mes parents sont séparés, fait que déjà là, j'ai dû apprendre à jongler avec le changement. J'ai commencé à voyager très, très jeune. J'ai déménagé à Paris quand j'avais l'âge de 16-17 ans. Donc, j'ai passé des étés seule, très jeune. Donc, ça m'a appris à être débrouillarde, à m'adapter au changement, déménager plusieurs fois. Donc, l'arrivée à New York, ça, c'est un autre gros changement. Donc, je te dirais que je jongle entre les deux, en fond. Souple, adaptable. Et c'était quoi l'autre partie de la question? C'était non, j'ai inséré là-dedans le mot échec parce que j'essayais de voir... J'en ai pas trouvé dans ton cas. J'ai pas vu. Non, mais j'en ai eu.
Par exemple, ma série de livres, j'aurais adoré que ça devienne un show télé. Puis j'ai eu tellement de rencontres avec des producteurs que ça a amené nulle part. Puis, tu sais, je l'ai vécu comme un petit échec, mais je me suis rendu compte que la télé, c'est un autre univers. Mais je dirais, peut-être pas des échecs, mais j'ai eu des grandes leçons. Tu sais, puis, il y en a une qui me vient en tête tout de suite. J'étais jeune journaliste au Journal de Montréal. Et ça, c'est une leçon pour les jeunes journalistes. J'étais influençable, j'étais jeune, puis j'avais fait une entrevue avec un artiste extrêmement important de la culture québécoise, que je nommerai pas. Et il m'avait fait une déclaration aurait qui pouvait laisser penser qu'il méprisait le peuple québécois. Et évidemment, prise hors contexte, ça aurait pu laisser penser ça et ça avait été joué gros le lendemain, je pense même en page couverture. Et l'artiste avait été vraiment peiné de ça et moi, ça m'avait brisé le cœur et j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, appris la leçon que j'aurais dû mettre mon pied à terre quand le pupitre a décidé de faire ça. Même j'étais jeune journaliste, j'osais pas, puis ça, je regrette beaucoup, beaucoup de ne pas avoir mis mon pied à terre parce que je savais que même s'il m'avait fait cette déclaration-là, sortie de son contexte, ça allait avoir un autre impact. Et ça, j'oublierai jamais. Et puis, donc, c'est quelque chose, mais il faut écouter sa voix intérieure, son instinct, c'est super important. Puis, et ça, je ne l'avais pas fait cette fois-là. Puis, j'y pense encore après 12, 13 ans. Là. Mais ça, peut-être que les gens ne savent pas, puis on peut aller voir dans les coulisses. Tu aimes beaucoup de montrer les coulisses. On va y aller dans les coulisses du journalisme. Une fois que, par exemple, comme journaliste à l'écrit pour le Journal de Montréal, tu as envoyé ton article, tu as encore un mot à dire, tu pourrais encore avoir un mot à dire sur le titre, sur la façon de jouer? Écoute, ça a peut-être changé depuis parce que les systèmes ont changé, mais les titres, c'était les pupitres qui choisissaient ça. Et je pense que tu pouvais le regarder une dernière fois, mais les pupitres, c'est eux qui faisaient les titres. Et souvent, les gens ne savent pas ça. Non. Mais ça a dû changer depuis. Écoute, quand j'étais là, c'était même pas les mêmes systèmes. Puis je pense que ça, à un moment donné, ça a changé. Les journalistes pouvaient suggérer un titre. Donc déjà là, ça avait changé. Mais donc, écoute, en évolution ces coulisses-là, là, même pour les médias traditionnels. Exact. L'artiste dont on ne saura pas le nom tout de suite a dit quelque chose où tu disais que ça a pu être interprété comme méprisant le public québécois. Il y a justement quelqu'un qui pose une question sur ton public à toi, parce qu'il semble que sur Instagram, par exemple, beaucoup des gens qui te suivent soient ici. Mais à qui est-ce que tu parles maintenant? Est-ce que tu as l'impression que tu parles encore beaucoup aux gens au Québec ou c'est une bonne question. Puis, je suis toujours déchirée parce que souvent, moi, j'écris pas beaucoup en dessous. Moi, quand je partage une photo, j'y pense pas. J'ai pas vraiment de description en dessous de mes photos, mais quand je le fais, souvent, c'est en anglais. À moins que ce soit quelque chose de super précis, genre, je viens de recevoir mes bagels Saint-Viateur, vraiment quelque chose de très québécois, de montréalais, mais c'est les Québécois à qui je m'adresse parce que, oui, j'ai quelques personnes aux États-Unis qui me suivent, mais j'ai encore l'impression que c'est aux Québécois. Je pense que c'est la plupart de mes abonnés sont Québécois et dans ma tête, c'est avec eux que je communique dans les messages privés. C'est surtout des Québécois. Donc, c'est une bonne question. C'est aux Québécois que je m'adresse. Donc, encore maintenant, ton regard, en tout cas dans ta production, est tourné ici. Quoique dans ton travail, absolument, on comprend qu'à Pinterest, c'est tout le contraire. L'idée, c'est de tout prendre, de tout voir. C'est toute culture confondue, là, chez Pinterest. Toute culture, c'est mondial. Donc, c'est toute culture confondue. Et chaque projet qu'on monte doit avoir cette vision mondiale, globale. Ça doit s'adresser à tout le monde. Donc, c'est vraiment... oui, c'est une autre... C'est à une autre échelle. Puis, décris-nous un peu, là, autour de toi, à Pinterest, les gens viennent d'où? Toi, tu viens du Québec. Il y a sûrement des gens qui viennent de partout. Oui, bien, je dirais que dans l'équipe des communications, on a quelqu'un de Tokyo, de Berlin, de Paris, de Rio, d'un peu partout aux États-Unis, et puis c'est de l'Espagne. Donc, c'est vraiment très, très international et on se parle chaque jour. Donc, chaque jour, je vois un peu derrière la fenêtre comment il fait à Rio. Donc, c'est vraiment super d'avoir ces fenêtres-là un peu sur le monde chaque jour. Donc, c'est très diversifié. Alors, tous ces gens-là doivent travailler ensemble à produire un contenu qui est spécifique. Tu l'as dit, c'est tech. Là, tu es tombé dans l'univers tech. Tu es passé du journalisme, de la presse écrite. Tu as fait du journalisme à la télé aussi. Oui. Tu as écrit des livres et là, tu tombes dans le tech. Est-ce que chaque média te fait travailler très différemment? Est-ce que tu peux prendre les mêmes idées, les mêmes angles, ou est-ce que chaque média a son code propre et puis il faut réapprendre à chaque fois à maîtriser ce code-là?
Je pense qu'à la base, si tu as une bonne histoire, peu importe où tu la partages, il faut qu'à la base, tu aies une bonne histoire, que tu aies une idée qui t'emballe, il faut que tu sois excité par cette idée-là. Donc, moi, je cherche toujours à... Vraiment, ce que j'ai amené à Pinterest, c'est que moi, je voulais qu'on mette de l'avant, c'est qui les utilisateurs de Pinterest, c'est qui les petites entreprises sur Pinterest, les gens justement originaux, les gens que je voulais qu'on mette de l'avant. Donc, je suis toujours à la recherche, je suis comme un peu une journaliste là-bas, tu sais, Oui. je vais être à la recherche des histoires les plus originales, les plus inusitées. Et je te dirais que là, j'écris vraiment moins et justement, j'ai perdu, on dirait, l'écriture, c'est tellement un muscle. Là, c'est vraiment, c'est une autre façon de fonctionner. Hein. Donc là, c'est faire des présentations, des decks, des pins, c'est l'épingle, c'est le format Pinterest. Donc, le format est vraiment différent. Et ça, j'aimerais retrouver justement l'écriture à un moment donné. J'avais beaucoup aimé écrire les livres parce que c'était sur le long terme, justement, Ouais. c'était très personnel comme projet. Donc, je dis pas non à réécrire un autre livre un jour, mais là, c'est complètement une autre façon de travailler. Et c'est beaucoup plus collaboratif. Avant, j'étais habituée de travailler très seule, je me débrouillais seule, je produisais tout seul. Et là, c'est vraiment de déléguer, d'apprendre à travailler en équipe. C'est surtout ça qui est différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur le glamour? Stéphanie Galipo. Est-ce que c'est aussi glamour qu'on le pense de travailler pour Pinterest, Facebook, Google en Californie? Est-ce que c'est glamour? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Glamour. Je dirais plus... Je dirais plus, c'est parce que c'est un autre monde. Hein. Ils ont des moyens, ces compagnies-là. Ouais. Hein. Donc, on le voit tout de suite, là, juste dans la façon dont les employés sont traités. Tu sais, ça va c'est peut-être un peu controversé, mais les femmes, si elles veulent faire congé leurs ovules, les compagnies paient pour ça. Hein. Donc, ça va. C'est vraiment... mais ça, c'est aussi pour pas qu'elles aient des enfants tout de suite puis qu'elles attendent un peu. Là. Il y a quand même quelque chose là-dedans. Il y a un sujet intéressant. Il y a un sujet intéressant. Donc, ça dépend comment on le voit, ou c'est justement de donner l'option d'avoir des enfants plus tard. Mais... oui, je dirais que c'est glamour parce que c'est excitant. On a toujours des conférenciers fascinants qui viennent nous parler. Je vais rencontrer le fondateur d'Instagram. Tu sais, c'est vraiment toutes ces applications qu'on utilise partout dans le monde. Le cœur est ici. Donc, nous, on utilise des applications qui vont se rendre sur la côte est dans un an. Tu sais, on a vraiment l'impression d'être les premiers à découvrir beaucoup de choses. Donc, oui, je dirais que c'est glamour, mais surtout excitant puis enrichissant. Quand je parle des entrevues AOC, il y a l'audace, il y a l'originalité, puis on comprend depuis tantôt, bon, l'audace, on comprend qu'il a fallu en avoir pour partir comme ça à New York, et puis que ça en reprend à chaque fois. Je pense qu'il faut la reconstruire dans ton cas à chaque fois. À chaque affectation, par exemple, tu as dû reconstruire ton audace. Oui. Je le comprends bien, pour oser aller. Une fois rendu, ça allait, mais une fois rendu, on comprend comment tu fais pour te démarquer. Ça va bien pour... Mais là, maintenant... le C, c'est pour la constance, c'est pour durer. Et tu travailles dans le monde de l'instantané, tu parles des tendances, ce qui est in maintenant, ce qui est une tendance aujourd'hui, va être complètement dépassé demain. Est-ce que tu as un souci de durée? Est-ce que tu as peur d'être toujours juste dans l'éphémère? C'est drôle parce que, comme je te disais au début, j'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai pas de plan dans 5 ans, je vais être là. J'avais pas de plan de vouloir écrire un livre. C'est drôle parce que là, c'est le chapitre où je suis en tech. Dans la quarantaine, je ne sais pas ce que je vais faire dans la cinquantaine non plus. Puis, tu sais, contrairement à ma mère qui a travaillé toute sa vie pour la même compagnie, moi, ce ne sera pas mon cas. Je pense que la seule constance qu'il va y avoir, c'est que je veux continuer à travailler dans le contenu, raconter des histoires, rencontrer des gens intéressants, dire leur histoire, raconter leur histoire. Je pense que ça va être ça, la constance. Mais oui, il y a des journées où je me dis, OK, c'est quoi mon plan? Là? Parce que quand tu travailles en tech, là, il y a un roulement incessant. Hein? Moi, j'ai des collègues qui vont travailler pour Airbnb 2 ans plus tard, ils sont rendus chez Facebook. Il y a vraiment des transitions. Là. Les gens, je dirais, la moyenne, c'est 2 ans dans ces entreprises-là. Oh. Et ensuite, ils vont dans une autre entreprise tech, ils vont dans une start-up pour essayer d'avoir des actions quand la compagnie va rentrer en bourse. C'est vraiment comme un autre monde. Et je te dirais que rester 5 ans dans ces compagnies-là, c'est même rare. Donc... je suis heureuse pour l'instant chez Pinterest, mais je pense que dans quelques années, je vais peut-être me diriger dans une autre compagnie, monter une autre équipe éditoriale, peut-être faire une autre série de livres sur les Canadiens en tech, je ne sais pas. Mais je pense que la constance là-dedans, ça va être le contenu. Mais pour l'instant, je t'avoue, j'en ai aucune idée. On demande comment... Est-ce que tu supervises une équipe? C'est Catherine Melançon qui le demande. Est-ce que tu supervises une équipe? Et entre parenthèses, et on fait quoi si on a envie de travailler pour toi? Bien, tu m'écris un courriel et je vais
comment je pourrais te donner mon... Écris-moi sur Instagram. Écris-moi sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et là, oui, je dirige une équipe d'une personne et j'espère que ça va grandir. Donc, c'est un nouveau programme là, que je commence. Et donc, on va voir si ça va grandir. Mais pour l'instant, là, c'est juste une personne. Parce que, bon, si toi, tu as osé, il faut que les gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont envie, à qui tu donnes envie d'aller plus loin, osent aussi. Puis, parmi les façons d'oser maintenant, c'est pas nécessairement de se faire assigner pour un grand média, par exemple, à New York, mais c'est de prendre contact, se dégainer, puis prendre contact avec toi, par exemple. C'est un petit peu comme ça que ça commence. Oui, puis de ne pas attendre, un autre conseil que j'aurais, de ne pas attendre qu'on vienne cogner à sa porte pour partager ce qu'on a, pour partager notre contenu, pour produire du contenu. Si vous avez, fais-le ton podcast, partage ton blog. Je veux dire, il faut vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression que si tu partages du bon contenu, il y a quelqu'un qui va venir cogner à ta porte éventuellement, puis de ne pas attendre, de vraiment de le faire, ton projet. Et de surtout contacter les gens qui peuvent être des mentors. Moi, j'ai des étudiants qui m'écrivent, j'ai fait tous les entrevues parce que je me souviens quand j'étais dans leur position qu'il y avait personne qui me répondait. Je trouvais ça tellement difficile, mais de vraiment oser, de contacter les gens qui t'inspirent et puis ça part de là, mais de surtout... Partage ton contenu. Si c'est bon, il y a quelqu'un qui va t'approcher à un moment donné, c'est sûr. Apprendre à recevoir les noms aussi, parce que tu... Oui, j'en ai eu tellement des noms. Ben oui, j'en ai eu, puis il ne faut pas se laisser décourager. Et puis, tout le monde se fait dire non. Tout le monde se fait dire non. Et puis, faut juste continuer, persévérer, que ça soit pour une demande d'entrevue. Écoute, je pensais à ça tantôt. J'étais très, très persévérante. Surtout à New York, je pense que pendant 1 an et demi, j'ai essayé de faire une entrevue avec Philippe Petit, qui était ce Français qui a marché entre les tours jumelles sur un fil de fer. Et je le voulais pour mon livre. Il était impossible à rejoindre, mais pendant 1 an, j'ai continué. Puis finalement, je l'ai eu, l'entrevue. Je l'ai rencontré dans un hangar à Brooklyn, mais ça m'a rappelé que j'étais vraiment... Je ne sais plus si je l'ai en moi, cette espèce de persévérance, mais de jamais accepter un non, puis de ne pas lâcher. C'est super important. D'ailleurs, il y a une des questions que j'ai vues passer tout à l'heure sur les sujets. Comment tu trouvais tes inspirations pour les livres, par exemple? Décider de qu'est-ce qui constitue une bonne raison d'aimer New York ou San Francisco, par exemple? Est-ce que, Bien, ça a été un grand doute parce que j'avais encore une fois le syndrome de l'imposteur. Quand tu t'assois pour écrire un guide sur New York, c'est extrêmement intimidant parce que je me disais, il y a des gens qui connaissent bien la ville qui vont lire ça. Puis, à un moment donné, il a juste fallu que j'ignore tout ça et que je me fasse confiance. Écoute, après, ça faisait 5 ans que j'habitais là. Je me suis dit, je suis journaliste. La ville, je l'ai arpentée de fond en comble. J'ai interviewé les personnages qui l'animent et il a fallu que je me fasse confiance. Si je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser les Québécois, si c'est un coup de cœur, je vais décider que c'est une raison d'aimer New York. Et je pense qu'il m'a permis de distinguer ce guide-là, c'est les portraits de personnages new-yorkais aussi. Voilà. Qui ont comme montré c'est quoi l'âme de la ville. C'est vraiment ce qui a fait que les guides se distinguent. Mais à un moment donné, il a juste fallu que je m'écoute puis que je me dise, gars, ça fait assez longtemps que je vis là. Je l'ai fait le travail, je la connais, la ville. Je m'étais vraiment imprégnée de la culture. J'avais l'impression que fallait que je monte mon respect envers la ville. Quand je suis arrivée à New York, j'étais une éponge. J'allais à toutes les expos, je voulais parler à tous les résidents, à tous les personnages légendaires de la ville. J'avais l'impression que j'avais assez fait de travail, de recherche, puis que j'étais prête. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la préparation pour tout ça. Bon, ce sont des guides là aussi, les 300 raisons, la collection, c'est encore Marie-Joëlle qui est aux États-Unis, mais qui nous parle à nous, ici, beaucoup, encore maintenant. Est-ce que tu penses qu'à force de vivre là, parce que là, tu vis là, ton enfant grandit à San Francisco, si je comprends bien, ton mari est américain aussi, ou en tout cas, je ne sais pas si je vais dans des détails, il faut pas... Non, du tout. Puis moi, je ne sais pas où tu s'en vas avec ta question, mais je suis devenue résidente, citoyenne américaine en octobre dernier. Et je pense que tu allais me demander si j'étais encore... c'est ça. Est-ce que tu deviens une Marie-Joëlle américaine pour les Américains? Non. Et je pense que c'est drôle parce que je pensais qu'en devenant citoyenne américaine, ça allait me faire quelque chose. Puis que, j'ai voté pour la première fois, ce qui était vraiment génial. Même si mon vote en Californie n'a pas fait une grande différence. Mais je pense que vraiment profondément, là, même si ça fait 25 ans que je suis ici, je vais toujours rester une Québécoise aux États-Unis. Voir la société américaine à travers mes yeux québécoise. Il y a trop de choses qui me choquent, c'est que le système de santé, les armes. Je trouve qu'il y a trop de choses qui sont tellement différentes de comment moi j'ai grandi. Donc, je pense que même en étant citoyenne, je reste vraiment une Québécoise aux États-Unis.
Puis en terminant, ça va nous permettre de répondre à une question, la question est de Pascal Bergeron, parce que tu te dis tout à l'heure, tu es arrivé à New York et ton anglais, si j'ai compris, n'était pas parfait. Puis c'est encore quelque chose qui t'angoisse un petit peu, qui t'inquiète un petit peu, la qualité de ton anglais. Où est-ce que tu en es dans ton... Comment est-ce que tu as fait pour passer le cap de l'anglais que tu peux projeter, que tu peux utiliser? Puis est-ce que tu rêves en anglais maintenant? Je rêve en anglais, mais ça, c'est l'éternelle question. Ça va toujours être un complexe parce que moi, j'ai appris l'anglais très tard dans ma vie, à l'âge de 17-18 ans, quand j'ai commencé à voyager, puis que j'avais pas le choix, puis quand je commençais à travailler dans les restos à Montréal. Et même quand je suis déménagée à New York comme correspondante, j'avais un petit peu menti sur le degré de mon anglais, parce que soudainement, il fallait que je me mette à écrire en anglais. Une chance qu'il y avait Google Translate à l'époque déjà. J'avais pris tout de suite des cours du soir à New York University pour l'écriture. Mon anglais parlé était mieux que l'écrit, mais c'est encore, évidemment, après 11 ans de vie aux États-Unis, ma vie est devenue 100% en anglais. Je lis, tout ce que je lis est en anglais, mais quand j'ai passé mes entrevues chez Pinterest, c'était un doute, parce que je me disais, je suis dans l'équipe des communications, il faut que mon anglais soit aussi bon que les Américains. Puis je me suis vite rendu compte que non, au contraire, le fait que je sois bilingue, c'était justement un atout. Et comme c'est une compagnie qui est mondiale, il y a des gens dans mon équipe qui sont brésiliens, qui parlent à peine anglais, donc on s'en fiche. Ce qu'ils recherchent surtout, c'est les idées, c'est la rigueur, c'est l'originalité. Donc, il faut arrêter de se complexer avec ça parce que tant qu'on arrive à bien communiquer, tout va bien aller. Mais c'est sûr que c'est encore quelque chose dont je suis un peu complexée. Marie-Joëlle Parent, on te rejoignait à San Francisco où tu travailles pour Pinterest, où c'est là que tu fais bouger les choses. Merci beaucoup d'avoir communiqué comme ça, d'avoir partagé avec nous ce qui a fait la personne que tu es devenue, l'original que tu es devenue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Puis merci à vous. Je sens que tu vas avoir encore des questions. Il y a encore des gens qui risquent de... Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis merci Sophie-André. C'est un honneur d'échanger avec toi. Je travaille avec ta mère. Oui! Longtemps. Pour moi aussi, c'était un honneur, Marie-Joëlle Parent. Et puis, donne des nouvelles. On a envie de savoir où ça va pour le reste. Et puis, combien de temps tu vas être à Pinterest, plein de choses comme ça. On a vraiment envie de te suivre là-dessus. Alors, c'est tout pour cette deuxième entrevue de la série des femmes qui font bouger les choses, des entretiens, des classes, des originaux, des originales dans le cadre de cette série-là. Parce que la prochaine fois, ça va être après les fêtes ou ce que seront les fêtes, quel que soit Noël que vous aurez. Ce sera le 27 janvier. C'est avec Louise Richer, qui est la fondatrice de l'École nationale de l'humour, donc originale à sa façon, parce que pour décider, pour faire comprendre, pour faire accepter l'idée que l'humour, ça s'enseigne, c'est assez sérieux pour non seulement être une école, mais maintenant faire partie du monde des affaires et des entreprises. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt pour ce troisième entretien des originaux de l'UQAM. Alors à tous et à toutes, merci beaucoup pour vos questions. Marie-Joëlle, merci encore. Et merci. Puis, passez des heureuses fêtes. Au revoir.